Réflexion sur l'existence. Essai. Auteur. Mohamed Amin Laharej. 2025. Introduction. Le cahier de réflexion d'un esprit multidisciplinaire. Cette œuvre, Réflexion sur l'existence, n'est pas un traité académique classique. Elle est ma première expérience de réflexion calligraphiée dans un livre, un parcours personnel, intime mais résolument multidisciplinaire. Elle est le fruit de la rencontre entre le maître en management et l'économiste, le passionné de philosophie et le musicien-producteur de musique. Mon ambition est de vous plonger dans une perception personnelle de l'existence, appuyée par une argumentation qui emprunte autant aux citations des penseurs qu'aux réalités socio-économiques contemporaines. C'est une symphonie où les chapitres sont les mouvements et l'introspection, le chef d'orchestre. L'ouvrage s'ouvre sur l'introspection comme quête personnelle, une démarche pour se dessiner soi-même, éclairée par la psychologie jungienne, et considérée comme l'outil de la lucidité face à l'énigme du temps et l'évolution perpétuelle de l'identité. Nous décortiquons ensuite l'amour non pas comme une romance, mais comme un flux biochimique, une construction fragile entre liberté et dépendance. La réflexion s'ancre dans le concret avec la société moderne, où j'analyse, avec un regard de manager, comment les normes et les illusions numériques dictent notre identité, nous piégeant dans un rythme effréné de productivité qui rappelle les temps modernes de Chaplin. J'invite à un combat intellectuel. La quête de la vérité par le doute, moteur de la pensée, avant de se confronter à l'incertitude et à la réalité pragmatique, illogique comme la physique quantique. Enfin, l'œuvre s'attache aux fondations de l'être. L'empreinte de la figure paternelle, l'essence créative de l'enfant explorateur, Vygotsky-Bandura, et le poids ou la richesse de l'héritage familial. J'y souligne la nécessité de l'ouverture culturelle et de l'alliance, Lévi-Strauss Ibn Khaldoun, pour que la famille devienne un levier de prospérité et non un lieu d'enfermement. Cet effort de structuration d'idées, souvent complexes et entremêlées, a bénéficié de l'appui de l'intelligence artificielle. L'IA a servi de caisse de résonance, aidant à organiser ce flux de pensée et à donner une architecture logique et pertinente à ma démarche. Elle a permis de transformer une partition de notes désordonnées en l'œuvre calligraphiée que vous tenez entre les mains. Je vous souhaite une lecture qui, je l'espère, provoquera votre propre éveil intérieur. L'introspection, c'est savoir se dessiner soi-même, tel que l'on est, se connaître et se reconnaître face au monde, comprendre les émotions que l'on ressent et celles que l'on projette sur les autres. Connais-toi toi-même, Socrate. Cette maxime traverse les siècles et nous rappelle que la connaissance de soi est le point de départ de toute sagesse. C'est comme être aveugle tout en touchant parfaitement chaque recoin de son être. Un jeu que l'individu joue en solo, avec sa propre manette. Celui qui regarde à l'extérieur rêve, celui qui regarde à l'intérieur s'éveille. Carl Gustav Jung. Ce face-à-face est crucial pour la suite du parcours. Il permet de prendre conscience de ses choix, de comprendre si l'on est manipulé par quelqu'un, une idéologie ou des idées ancrées dans notre passé. Loin d'être un simple exercice mental, il devient un outil d'émancipation. Ce n'est pas le regard des autres qui nous empêche d'avancer, c'est le nôtre. Laurent Gounel. Décortiquer nos réactions naturelles ou artificielles est essentiel. Plonger dans cet intérieur complexe, parfois indigeste, permet de mieux se comprendre. Cette remise en cause est une clé. Elle facilite l'acceptation de soi, aide à avancer et à se libérer des entraves qui peuvent freiner notre trajectoire. Ce que nous appelons notre destin est en réalité notre caractère, et ce caractère peut être modifié. Anaïs Nin. Après tout, la vie ne connaît personne, elle avance sans se soucier de ceux qui restent immobiles. Le commencement vient toujours de soi. Les études montrent que ceux qui pratiquent l'introspection développent une vision plus claire et plus précise de leur avenir. Leur esprit devient une carte lisible où les directions sont tracées avec cohérence. Cette clarté agit comme une jauge de motivation, évitant l'enfermement mental. La clarté vient du courage de se regarder en face. A l'inverse, ceux qui fuient cette réflexion ressemblent à des poupées oubliées dans un placard poussiéreux, dans une maison hantée dont personne n'ose ouvrir la porte. Ils avancent sans se reconnaître, incapables de voir leur propre visage dans le miroir. L'introspection se déroule dans l'esprit, mais ici elle se trace sur ce papier numérisé. Ce processus me permet non seulement de clarifier certaines notions, comme celle du mot introspection, mais aussi de mieux me connaître en posant les points sur tous les « i » qui jalonnent cette première œuvre. L'idée est semblable à une symphonie. Trop de notes, trop d'idées en tête.
Mais les organiser, les rendre raffinées et harmonieuses, c'est la finalité de l'introspection. Chaque être humain est une symphonie inachevée. Éric Emmanuel Schmitt. Ce n'est pas une pratique facile, mais avec le temps, l'âge, l'expérience et les aléas de la vie, on apprend à mener son propre orchestre. La vie, c'est comme une partition. Il faut apprendre à jouer les silences. Nous sommes notre propre chef. Nous sommes notre propre conducteur. Il suffit de prendre le temps de décrypter les mesures de nos émotions, les fréquences de nos pensées, la cadence de notre attitude, le rythme de notre caractère. Sont-ils adaptés à notre situation actuelle ou avons-nous besoin de changement ? Notre routine nous épanouit-elle ou sommes-nous figés, comme un salarié mis au placard dans une entreprise qui ne se soucie que des chiffres et de sa rentabilité ? Je vous invite à réfléchir, à connaître le corps auquel vous êtes alliés, l'esprit immatériel qui vous compose, le mental que vous êtes censé gérer. Le monde extérieur est le reflet de notre monde intérieur, Deepak Chopra, car au fond, le monde n'est qu'une image f de x de ce que nous déduisons par notre propre perception. Nous ne voyons pas le monde tel qu'il est, mais tel que nous sommes. Immanuel Kant. Aimer un être, c'est accepter de vieillir avec lui. Albert Camus. L'amour, ce mot que l'on idéalise, ce sentiment que l'on croit connaître, n'est en réalité qu'un flux biochimique. Le cerveau ne le distingue pas comme une entité à part entière, il le traduit en une décharge d'oxytocine, cette hormone qui apaise, qui donne un sentiment de sécurité, qui crée un attachement profond. L'amour, ce n'est pas seulement un sentiment, c'est aussi un art. Honoré de Balzac. L'amour, dans sa forme chimique, est une addiction à la présence de l'autre, un besoin d'équilibre, une illusion douce où l'individu devient la drogue de l'autre. On aime comme on a besoin, non comme on croit aimer. Jacques Salomé. Ce lien est universel. Peu importe l'époque, la culture ou l'origine, il se manifeste sous différentes formes. Un mariage, une relation libre, un concubinage, parfois même des accords tacites où chacun trouve tout son équilibre. Aimer, ce n'est pas se regarder l'un l'autre, c'est regarder ensemble dans la même direction. Antoine de Saint-Exupéry. L'essentiel reste le même. Nourrir ce besoin de connexion, ce contrat invisible qui lie deux, âme en quête de réciprocité. Mais l'amour a une faille. Il n'est pas toujours partagé. Parfois, une personne aime plus que l'autre. Parfois, l'un ressent une intensité que l'autre ne perçoit même pas. Il n'y a pas d'amour malheureux, il n'y a que des illusions perdues. Georges Brassens. Ce déséquilibre crée une souffrance, car l'amour, pour exister pleinement, doit être un échange, un mouvement dans les deux sens, une balance entre donner et recevoir. La dualité de l'attachement, liberté ou dépendance. La fragilité de l'amour vient de sa nature même. Ce n'est pas un état constant, mais une compilation de désirs et de manques, besoin d'attachement, attraction, idéalisation, plaisir, peur de la solitude. On ne devient pas libre en reniant l'amour, mais en cessant d'en dépendre. Frédéric Lenoir. Il naît souvent d'un vide intérieur, d'une faille que l'autre vient combler, d'une poussée d'oxytocine qui donne l'illusion de l'éternité. Mais cette chimie est éphémère. Ce que l'on prend pour une vérité absolue n'est parfois qu'une vague qui finit par s'échouer. L'amour commence quand on préfère l'autre à soi-même. Il finit quand on préfère soi-même à l'autre. Romain Gary, l'amour, construction ou illusion. Peut-être un peu des deux, une illusion que l'on tente de construire. L'amour, ce n'est pas se trouver, c'est se construire ensemble. André Comte-Sponville. L'identité, c'est un puzzle. Une notion complexe à définir pour l'individu. Pour la comprendre, on est censé prendre en compte des mesures psychologiques, mais aussi socioculturelles. L'individu est un être sociable, influencé par son environnement, tout en ayant sa propre attitude. Prenons un exemple simple. Un homme portant un costume dans la rue, l'échine droite, la main dans la poche, le regard droit. Cette posture de détermination vient justement avec ce qu'il porte. Ce même homme change une fois qu'il met son pyjama, installé sur son canapé, le dos voûté, regardant la télévision après une longue journée de travail. Il change de ton avec sa conjointe selon la situation, passe de l'autorité avec son enfant à la bienveillance, puis à des chuchotements intimes dans le lit. L'identité ne se résume pas à cet exemple, mais il aide à mieux la décrire. L'homme change selon l'environnement et ce qui vient avec. C'est une sorte d'intelligence sociale qu'il possède, une capacité d'adaptation constante. L'identité, c'était une compilation de valeurs, une image qui se dessine depuis l'enfance et qui ne se termine jamais. Parce que si on revient à ce même homme marocain, en portant le maillot de l'équipe nationale et par besoin de sérotonine, il peut devenir agressif, voire raciste parfois, par excitation. Et pourtant, c'est toujours le même individu que celui qui portait le costume dans la rue.
L'identité, ce n'est donc pas une image absolue, figée, non changeable, c'est plutôt une image instantanée, qui change selon avec qui on est et où on est. L'homme est ce qu'il se fait, Jean-Paul Sartre. Il y a des aspects qui, eux, ne changent pas peu importe les circonstances. Ce sont les traces du passé. Depuis un jeune âge, on apprend des valeurs, on les absorbe, on les intègre. Ces éléments forment en nous une sorte de noyau, un centre de gravité interne. C'est comme un badge qu'on porte tous. La religion qu'on apprend à l'enfance, la nationalité, ce n'est pas juste un passeport. C'est une culture, des traditions, des fêtes qu'on célèbre chaque année avec amour et joie, et qui nous manquent lorsqu'on s'installe ailleurs. Ce bagage est profondément enraciné. L'identité est donc à la fois aussi flexible que l'homme, mais aussi solide qu'un rocher qui reste planté dans le sol, avec le temps qui coule, même s'il n'existe pas vraiment. Comme le futur, deux notions qui n'existent que dans notre tête. Parce qu'en réalité, seul ce présent-là, celui où tu es en train de lire mes mots, existe. C'est le seul temps réel. Le passé est fini, le futur n'est jamais encore arrivé. Le temps, c'est une image mentale créée par le cerveau humain, un outil inventé pour mieux comprendre notre existence, pour structurer les mouvements de l'univers. Qu'ils soient microscopiques, comme ceux des bactéries, ou immenses comme le Big Bang, on a besoin de cette fiction pour donner du sens à la suite. Einstein nous l'a prouvé avec la relativité générale. La notion classique de temps vole en éclats. Le temps devient une dimension malléable, visible dans les vitesses extrêmes, comme celle proche de la lumière. Un mouvement, une fréquence, qui donne naissance à une philosophie du temps et ouvre une porte vers une réflexion existentielle profonde. Alors oui, c'est bénéfique pour l'individu de magasiner son passé, de le relire, le revisiter, pour mieux se comprendre, pour relier les points, voir des schémas, anticiper l'avenir. L'histoire nous permet de comprendre la géopolitique, les conflits et nos propres décisions. Le temps est une illusion utile, un outil de projection, un fil qu'on tisse pour s'orienter dans l'univers. Ce futur qui n'existe jamais, et pourtant, qui guide toute notre marche. Dans la société moderne, il est vrai de dire que sa structure comme modèle permet à l'individu de faire un repérage par rapport à un modèle de vie plus adéquat aux normes appliquées. S'acheter un appartement, c'est important, mais d'abord, il faut avoir de l'argent. Pour l'avoir, il faut travailler. Si vous êtes dans le salariat, il vous faut des papiers requis afin d'approuver l'octroi de ce crédit. Un relevé bancaire, une pièce d'identité et d'autres pièces que le chargé d'affaires doit avoir accès afin de s'assurer de la solvabilité. Si vous êtes entrepreneur, il vous faut des garanties. L'idée, c'est que tout est structuré. Ceci, c'est la société moderne. Tout est cadré par des normes sociales. Chaque pas que l'on fait est censé être téléguidé par la société moderne. Pour accéder à l'emploi du pilote, l'excellence en aéronautique ne suffit pas. Il est primordial que le candidat ait un parfait visuel. Ce sont des normes que l'homme a instaurées depuis ses expériences antérieures, telles que le droit et la Constitution. Cela vient après un cumul d'expérimentations sociales, ce qui laisse derrière une structuration de notre temps moderne. Chacun pour soi et tous pour tous, l'individu doit réellement se fondre dans la foule. Il est appelé à se comporter comme tout le monde. Au cas échéant, l'indifférence frappe. L'intrus sera lui. La société moderne est comme un terrain de foot, avec une tactique du football total. Moins de liberté dans l'espace, le ballon seul qui circule, chacun sa place, son rôle, et de passer le ballon à l'autre, de manière rapide et efficace. Un dynamisme qui permet de mieux marquer, de mieux circuler le ballon, à faire juste le score. Ce qui compte dans la société moderne, c'est que tout le monde contribue à sa façon et dans son périmètre. Cela nous rappelle la scène de Charlie Chaplin, dans sa chaîne de travail dans les temps modernes. La productivité est la chose la plus essentielle dans notre monde. C'est grâce à ce rythme qu'on constate actuellement que le jour passe si vite, les mois et les années, à la vitesse d'un TGV, si rapide que notre rythme naturel. Un stress plus fréquent dans nos journées, de l'anxiété si on ne fait pas la tâche qui suit, de passer à l'action même si on est fatigué. L'essentiel, c'est le monde patois, soit l'adhésion et monte dans ce train. Si vous refusez à cette invitation, vous serez dépassé dans l'information, la tendance, la mode et les faits qui circulent si vite. L'homme moderne est pris dans un système où l'individu se fond dans la masse, obligé de suivre des règles imposées sans pouvoir en sortir, et ceux qui refusent ce modèle sont rapidement marginalisés. Zygmunt Bauman, La société liquide. Tout cela est devenu digitalisé. Le besoin de communication, de se divertir, d'apprendre de nouveaux atouts. Et il est nécessaire d'avoir un smartphone le plus sophistiqué, de mettre à jour ses applications parce que ça bug parfois. Être moderne, c'est avoir l'attitude d'adhésion au monde sans mettre en cause ses modes de vie. La technologie est plus exponentielle que jamais.
l'IA révolutionnaire qui met un dilemme pour certains, et d'autres qui commencent à l'exploiter et l'utiliser comme les ancêtres lors de la découverte de l'énergie du feu. C'est une sorte de technologie qui se développe et qui nous facilite des tâches et des métiers d'expertise. L'illusion du monde digital devient de plus en plus intéressante par rapport au monde réel. Travail, argent, divertissement, le partage des souvenirs sur les réseaux sociaux, au lieu des albums papier. Le tangible prend assez de place au foyer. Le mètre carré est cher parce qu'on est plus nombreux que jamais. 8 milliards sur cette planète. Des milliards d'offres et de demandes qui se lient en connexion, comme la complexité dans notre cerveau avec ses neurones et leurs synapses, une liaison semblable à la connexion du digital dans ce monde. Nous créons par notre cerveau et nous vivons dans sa projection. Le digital est un miroir de notre époque, un espace où l'apparence compte plus que la réalité, où le virtuel devient plus réel que le réel lui-même. Marshall McLuhan. La société moderne et son rythme effréné semblent imposer des cadres de plus en plus stricts. Notre espace de liberté est réduit. Nous sommes constamment poussés à avancer, à ne jamais nous arrêter, à courir après un idéal de productivité. Dans ce monde où tout est connecté et interconnecté, se libérer du conditionnement, de cette obligation de conformité, semble de plus en plus difficile, voire impossible. Mais est-ce réellement une mission impossible ou simplement un défi à relever ? Dans un monde où le seul véritable choix est d'adhérer à cette dynamique ou de se retrouver marginalisé. Le digital, la productivité et les normes sociales nous définissent de plus en plus, et l'illusion d'une liberté totale semble se dissiper au fur et à mesure qu'on entre dans cette ère numérique. La liberté n'est pas l'absence de contraintes, mais la capacité de choisir nos propres règles dans un monde saturé de normes. Alain de Botton, le guide du voyageur. L'illusion de la liberté dans un monde hyper connecté est le piège du XXIe siècle. Nous croyons être libres, mais nous sommes piégés dans des réseaux invisibles. Shoshana Zuboff, The Age of Surveillance Capitalism. Le doute, c'est un réflexe face à toute idée réfutable, et seuls les libres acceptent ce jeu de cartes. Un jeu de table avec notre intérieur, mais le pari a été interdit. C'est un mécanisme de logique. Mohamed Amin Laharej. L'homme est condamné à être libre. Jean-Paul Sartre. Le doute est essentiel à la réflexion profonde car il impose une objectivité dans l'analyse. En philosophie des sciences, il est un outil fondamental du cogito, bien avant Descartes, même si ce dernier l'a institutionnalisé dans ses projets comme base de son sujet. Pourtant, l'idée du doute existait d'avant lui, à une époque où l'écriture naissait à peine. C'est une idée provocante, surgissant de n'importe où, qui creuse la curiosité dont l'homme est doté. Le doute est le commencement de la sagesse. Aristote. Le doute est une provocation intérieure qui exige une réponse qui vient de l'intérieur. C'est une question qui évolue en questionnement, une suite d'interrogations en quête de réponse, un processus de réflexion qui a permis à l'humanité d'avancer. Douter, c'est raser toute connaissance gravée dans notre cerveau sans l'avoir diagnostiquée. C'est refuser d'accepter aveuglément, avoir l'humilité d'apprendre depuis le début, et l'audace de répondre avec sincérité. Faut-il déconstruire ces certitudes pour progresser ? Il ne faut pas croire tout ce qu'on nous dit, mais il ne faut pas non plus tout rejeter en bloc. Voltaire. La vérité est si idéaliste que chacun en possède sa propre version. Avoir le courage d'être en accord avec soi-même, c'est assumer sa propre vérité. Mais cette vérité est-elle toujours subjective ? Parfois, elle se présente comme une évidence absolue, notamment dans la religion. Des millions de personnes partagent des vérités communes, portées par la foi. La foi consiste à croire ce que la raison ne peut atteindre. Saint Augustin. Croire, c'est avoir la foi. Une foi où le doute n'a pas sa place, car il ne peut mesurer, expérimenter ou observer ce qui relève du sacré. La foi ne répond pas aux règles du doute. Elle est une force intérieure, une conviction qui dépasse le raisonnement logique. Le doute, lui, appartient au monde tangible. Il alimente le scepticisme qui peut mener à l'athéisme ou à l'agnosticisme, soit nier l'existence de Dieu ou des dieux selon sa croyance, soit admettre qu'on ne sait pas. La vérité ? Existe-t-il une vérité universelle ou n'est-elle qu'une perception ? Ce que nous appelons vérité n'est qu'une élimination d'erreurs. Georges Clemenceau. Une fois que la réponse devient utile, elle devient ta vérité. Chacun vit dans sa bulle, façonnée par sa perception de la vérité. Pourtant, certaines vérités semblent universelles, partagées par des cultures, des sociétés entières. La religion en est un exemple, mais qu'en est-il des vérités scientifiques, des principes qui régissent le monde physique ? L'erreur n'est pas le contraire de la vérité, c'est l'oubli de la vérité contraire. Blaise Pascal. Le doute peut être un frein s'il devient une boucle infinie d'incertitudes.
Mais il est aussi un moteur. Celui qui refuse de douter reste enfermé dans ses certitudes, incapable d'évoluer. La vérité est une quête sans fin, un équilibre fragile entre ce qu'on sait, ce qu'on croit et ce qu'on cherche encore à comprendre. Croyant ou non, dans tous les cas, ta vérité t'appartient. Être incertain est un sens de modestie pour l'homme. Être toujours à la recherche d'une idée plus sincère, plus sûre que celle gravée en tête, c'est creuser vers l'horizon de la vérité, le mirage que personne n'a pu atteindre. Le doute est le commencement de la sagesse. Aristote. L'incertitude est le bon commencement réfléchi. Conserver une marge d'erreur, même si l'effort de la réflexion est bien cadré par des outils scientifiques ou expérimentaux, c'est une sorte d'écart de provision sur l'effort. Même les chercheurs, les savants et les philosophes gardent cette marge afin de laisser un débat ouvert, un échange bénéfique, une éventuelle remise en cause de soi-même. C'est comme une sorte de fair play. L'applaudissement de Léo Messi lors de la cérémonie du Ballon d'Or, dans les années où Cristiano Ronaldo était premier au podium. C'est un sens de modestie, une position de ne pas tout savoir même si on est sûr, et seuls les dogmatisés le nient. C'est la casquette que les légendes portent, comme les derniers mots prononcés par Socrate. Tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien. Socrate. La réalité est parfois confondue avec le terme vérité. C'est l'espace où nous exerçons, interagissons, subissons, agissons. Toute forme d'action et d'intellectualité. Un fondement basé sur un monde dont nous sommes tous les responsables. La réalité est le monde le plus réel. Ses causes et conséquences sont très importantes. À l'échelle micro, la réalité vous dit que si vous faites monter un blessé dans votre voiture, vous risquez d'être condamné en prison, même si cet acte est considéré noble en vérité. La réalité voit tout de manière pragmatique. Tout est rationnel. À la savane, tout se dévore. Oublions la romance du roi lion. La réalité ne raconte pas la bravoure dans ce monde du chaos. La réalité, c'est ce qui refuse de disparaître quand on cesse d'y croire. Philippe K. Dick. Mohamed Ali n'est plus champion en boxe. Il est mort. Plus de sponsors affilés à son cadavre. Un ex-champion qui profitait de son effort remarquable afin que le monde profite de son image pour faire de l'événementiel. La réalité est le capitalisme, né et qui grandit de plus en plus. Nous sommes des cellules qui le fondent, des cellules qui vivent dans un espace turbulent et systémique. Il n'y a pas de reine, mais tout est semblable. L'idée n'est pas de la voir avec nihilisme ou pessimisme, mais d'accepter cette perception. Ça vous permet d'avancer sûrement, sans être choqué, sans attendre de retour. La réalité est parfois comme la physique quantique, illogique, mais ça existe. Ce n'est pas le doute, c'est la certitude qui rend fou. Friedrich Nietzsche. La figure paternelle est son empreinte sur l'individu. Le père est un Superman d'enfance, le drap s'envole tout seul dans le ciel dès qu'on commence à grandir, un ordinaire en réalité. Mohamed Amin El Harej. Le rôle du père est un métier social de noblesse, le symbole de la sécurité, dont l'inconscient fait parfois un dieu. Odin des civilisations païennes, une des composantes sacrées dans le triomphe des chrétiens, le patron du foyer, celui qui chasse et rapporte de l'énergie pour penser, réfléchir et s'épanouir. Une source d'inspiration, une force constante qui ne doit pas s'arrêter, une énergie humaine mythique à peine, un équilibre psychique dans le sens de la protection. C'est la référence dans la sphère de l'expérience, pour anticiper l'échec, pour éviter le risque inutile. C'est une ceinture de sécurité, mais aussi parfois un frein, une limitation de la vitesse à laquelle nous souhaitons mener notre propre vie. La projection de son expérience peut être erronée, inadaptée à notre époque. Travailler dans le secteur public, par exemple, c'est une idée parfois archaïque, mais encore perçue comme la meilleure voie pour rester stable, dans sa zone de confort. Ce que tu as hérité de tes pères, acquiers-le pour le posséder. Alors que le monde, aujourd'hui, est devenu dynamique. Il est dominé par la privatisation, l'idée de services pertinents, de conseils, d'expertise, qui coûtent souvent bien plus qu'un poste dans le secteur public. Le monde change, mais les idées incarnées par les idéologies du passé impactent encore la génération précédente. Elle a subi d'autres aléas sociaux. Le choc pétrolier, autrefois traumatisant, n'a plus le même impact aujourd'hui. D'autres sources d'énergie sont devenues dominantes. Le nucléaire est désormais un levier de négociation dans la diplomatie et la géopolitique. Le pôle communiste et libéral n'est plus en opposition de la même manière. La majorité des pays dits communistes est devenue le plus vif symbole du libéralisme. La Chine, par exemple, est un pôle qui concurrence tous les pays occidentaux en production de masse, technologie, industrie lourde et automobile.
De nouvelles marques chinoises émergent, non pas comme sous-produits délocalisés, mais comme puissances capables d'imposer leur propre vision. Une influence indélébile sur l'identité personnelle. La moitié de votre chromosome est cryptée par l'histoire de votre père. Les éventuelles maladies héréditaires, votre teint, votre caractère, votre hauteur, tout cela vous est imposé. Vous n'avez pas eu le choix. Votre composition est née d'un acte qui a duré quelques minutes, mais dont les conséquences biologiques marquent votre être pour toujours. L'ADN paternel est une empreinte gravée à jamais dans l'histoire de votre arbre généalogique. Il est impossible de trop le modifier. Vous êtes soumis à la destinée de la nature avec une faible marge de manœuvre à explorer. Mais cette marge existe. Elle vous permet d'apprendre, de découvrir d'autres mentalités, d'autres abris que le vôtre, de développer l'intelligence sociale nécessaire pour comprendre l'autre, mieux communiquer, échanger des idées, du matériel, des biens, de la monnaie. C'est ce qui permet de développer le mental, d'affiner le comportement, d'avoir l'habilité de représenter dignement votre abri, votre nom, votre famille, face aux autres familles, aux autres dynasties et au reste du monde. L'homme hérite non seulement du sang de ses ancêtres, mais aussi de leur silence. Christian Bobin. Donnez-moi un bébé singe, il sera formidable. Stromae. L'enfant est l'homme le plus récepteur d'idées. Son pouvoir est dans la capacité d'apprendre si vite qu'aux adultes. Sans trier l'information, il devient le vif miroir de son apprentissage, un être très sensible et fragile, mais une force d'imagination très brillante, capable de vous croire sans filtre. L'intelligence, c'est la capacité de s'adapter au changement. Stephen Hawking. Cette citation illustre parfaitement le processus d'apprentissage rapide de l'enfant, dont l'intelligence se façonne principalement à travers sa capacité à s'adapter à de nouveaux stimuli et à se réinventer en fonction de son environnement. C'est une sorte de pompe qui peut exploser des fleurs, ou une bombe de violence kamikaze fatale. Cette réceptivité extraordinaire se comprend mieux à la lumière des recherches en neurobiologie. Selon Jean Piaget, l'enfant est un constructeur actif de son savoir. Son esprit ne fait pas que recevoir passivement l'information, mais la transforme activement en fonction de ses expériences. Les premières années de vie sont celles où le cerveau est le plus malléable, les connexions neuronales se forment à une vitesse impressionnante. Environ 700 nouvelles synapses par seconde, selon des études récentes de l'université de Harvard, sont créées pendant cette période de développement rapide, ce qui explique cette absorption effrénée de savoir. Un apprenti du monde, sculptant sa perception de tout ce qui l'entoure. Le premier environnement, c'est sa maman. Le sein, bien que pour lui un moyen d'alimentation d'énergie, c'est aussi un moyen tangible auquel il commence à apprendre qu'il est à l'extérieur, qu'il n'est pas seul dans ce monde, et que cette femme, c'est sa maman. Le premier autrui qui favorise de l'affection, la première zone de confort. Cela fait écho aux recherches de John Bowlby, qui a théorisé l'attachement en psychologie. Selon lui, l'attachement à la mère dans les premières années de vie est fondamental pour le développement émotionnel de l'enfant. Cette première relation devient une sorte de base de données émotionnelles qui façonne son comportement futur, notamment dans ses interactions sociales. Les premières interactions affectives sont donc non seulement une source de confort, mais elles créent aussi une sécurité qui permet à l'enfant de s'aventurer dans le monde extérieur. L'attachement est un besoin fondamental. Il est à la base du bien-être psychologique de l'enfant. John Bowlby. L'enfant, un explorateur du possible. Après cette phase de recharge, le bébé redevient un enfant, explorateur de toutes choses, mouvements et mots. Le scan qui lui permet d'apprendre vite et d'être influencé du deuxième environnement, sa maison. Les enfants sont souvent comparés à des explorateurs de leur monde, constamment en quête de nouvelles informations. Cette capacité d'exploration est liée à un phénomène appelé le jeu symbolique, un concept que Lev Vygotsky a beaucoup étudié. Selon lui, à travers le jeu, les enfants imitent, créent et transforment des objets ou des événements de leur environnement, développant ainsi leur cognition et leur imagination. Ce processus est essentiel pour le développement de l'intelligence. Le jeu est la forme la plus haute de la recherche. Albert Einstein. Il commence ensuite à découvrir de nouveaux lieux, le dehors, l'établissement, la grande famille et d'autres membres de son appartenance sociale, les collègues et les amis, la première relation à qui l'être humain choisit. L'apprentissage social de l'enfant se fait aussi par ses interactions avec l'extérieur. Albert Bandura, un psychologue pionnier, a démontré que l'apprentissage chez l'enfant se faisait non seulement par observation, mais aussi par imitation, ce qu'il a appelé le modèle social. C'est par ce biais qu'un enfant apprendra à se comporter dans une société donnée, imitant les gestes, les valeurs et les normes qu'il observe dans son environnement familial et social. Ce que les enfants apprennent de leurs parents, ils l'apprennent par imitation et interaction. Albert Bandura.
L'enfant, l'histoire, la mère, la Mésopotamie. Mohamed Amin Lahaj. Les recherches en psychologie et en neurosciences montrent que l'enfant ne fait pas que recevoir ce qu'il vit. Il se nourrit de son environnement pour en faire une part de lui-même. Le processus d'intégration est fascinant. Si l'on croit les théories de Jérôme Brunner, l'apprentissage chez l'enfant ne se fait pas uniquement par le simple fait d'acquérir des informations, mais aussi par l'interprétation de ces informations. L'enfant prend le monde, le décortique et le remodèle selon ses perceptions, ses émotions et ses interactions avec autrui. Ainsi, c'est une dynamique d'échange constant entre l'enfant et son environnement, une interaction qui forge son identité et sa place dans la société. L'enfant n'est pas simplement un réceptacle passif des idées de son monde, mais un explorateur actif, une force capable de bouleverser les structures imposées par la société. C'est dans cet équilibre précaire entre réceptivité et créativité que réside tout le potentiel de son futur. L'appartenance est l'un des piliers de la pyramide de Maslow, renforçant le côté social de l'être humain. C'est à travers cette phase que l'homme favorise son épanouissement dans la société. S'affilier à un clan comme certains animaux est essentiel pour lui. Le référencement à la patrie ou à un groupe favorise des points communs avec ses membres, permettant l'entraînement, l'entraide et bien plus encore qu'individuellement. Par l'union, la force se penche vers le haut. C'est un effet de levier, tel que dans les finances, qui permet d'avancer plus vite. L'héritage, qu'il soit matériel ou immatériel, devient ainsi une ressource précieuse, permettant à l'individu de faire face à un environnement compétitif. Selon les travaux de Pierre Bourdieu, l'héritage culturel et social d'une famille joue un rôle essentiel dans le développement de l'individu, en influençant ses perceptions et ses interactions avec le monde. L'argent, les valeurs et l'effort collectif permettent à l'homme de subvenir à ses besoins, notamment dans un environnement où la compétition est omniprésente. La famille est une institution politique par excellence, parce que l'héritage peut à la fois créer un levier et enchaîner l'individu. Pierre Bourdieu. La famille, comme toute forme de clan, est réunie par le sang et l'héritage de tout patrimoine, moral, matériel et financier. Néanmoins, si ces valeurs sont positives, il existe des entraves qui peuvent nuire à l'individu. Quand le clan devient un espace d'extrémisme, où l'on pense que les autres familles ne sont pas pures, ou encore qu'une race est plus pédigrée qu'une autre, ou que la femme de l'ami n'a pas la bonne étiquette, ces perceptions deviennent fausses. Car la diversité culturelle dans ce contexte est une richesse beaucoup plus importante que l'héritage d'une seule famille. Le socialisme culturel et l'intégration des différentes cultures sont essentiels pour la prospérité humaine. Ce que montre l'histoire des grandes civilisations, c'est que l'ouverture aux autres cultures et aux traditions extérieures renforce le clan. Les alliances entre familles ou tribus sont à l'origine de grandes dynasties et de civilisations qui ont marqué l'histoire. Selon le célèbre anthropologue Claude Lévi-Strauss, les échanges d'entre cultures ont toujours été un facteur clé de développement et d'évolution des sociétés humaines. C'est par ces interactions que les sociétés se sont enrichies et ont prospéré. La culture n'est pas ce qui nous sépare, mais ce qui nous rapproche. La diversité est une richesse et non une menace. Claude Lévi-Strauss. C'est dans cette optique qu'Ibn Khaldoun, dans sa Muqaddima, souligne l'importance de la solidarité de groupe, Asabiyya, comme moteur de l'essor des civilisations. Il montre que lorsqu'une tribu ou une famille se renforce par l'union, l'alliance et la cohésion, elle est en mesure de surmonter les difficultés et de bâtir un État ou une société prospère. La cohésion du groupe est à la dynastie ce que l'âme est au corps. Ibn Khaldoun al-Muqaddimah. Les souvenirs, ces traces d'un passé souvent glorifié, peuvent être un pont entre générations ou un frein au présent. Dans certaines familles, les mémoires collectives sont transmises comme un héritage précieux, une manière d'assurer la pérennité des valeurs et des traditions. Mais ces mêmes souvenirs peuvent aussi devenir des chaînes, des poids impossibles à défaire. Ils empêchent l'individu de se projeter dans l'avenir, de se libérer des attentes et des obligations imposées par la mémoire familiale. Le philosophe Nietzsche disait que l'homme doit vivre parmi les vivants et non parmi les morts. En effet, trop se concentrer sur le passé, c'est risquer de rester prisonnier de ses racines et de l'héritage familial. Dans certaines sociétés, comme dans les familles monarchiques ou aristocratiques, les attentes liées à l'héritage sont si lourdes que l'individu peine à s'en affranchir et à se forger une identité propre. Ce poids peut créer des conflits internes ou des frustrations. Le passé n'est jamais mort, il n'est même pas passé. William Faulkner. La famille comme vecteur d'alliance et de renouveau culturel. L'ouverture à d'autres cultures, traditions et familles est une valeur politique et humaine essentielle. Dans le contexte historique, ces alliances ont été un moyen de renforcement des sociétés et de leur expansion.
Les mariages entre grandes familles ont été au cœur de la création de puissantes dynasties. De l'Empire romain aux royaumes médiévaux, les alliances matrimoniales ont permis la paix, la stabilité et la conquête de nouvelles terres. C'est par cette richesse d'échanges que les grandes dynasties se sont étendues et que des civilisations entières ont prospéré. En revanche, le repli sur soi-même, un phénomène souvent observé dans des sociétés où la famille devient exclusive, peut conduire à l'isolement et à la disparition. Les tribus indigènes, par exemple, ont souvent été victimes de leur propre fermeture culturelle, ce qui les a rendus vulnérables face aux invasions extérieures. La guerre est une extension de la politique par d'autres moyens, et la paix est une stratégie de renfort. Karl von Clausewitz. Ce principe peut s'appliquer aux dynamiques familiales. Les alliances stratégiques, qu'elles soient politiques ou sociales, peuvent conduire à une évolution bénéfique pour tous. En s'ouvrant à d'autres cultures, d'autres traditions, la famille devient non seulement un lieu de protection, mais aussi un levier pour la prospérité et l'évolution. C'est en se nourrissant des autres que l'on devient plus fort, et non en se cloisonnant dans une identité figée. L'héritage familial peut être à la fois une richesse et un fardeau. Il peut constituer une base solide, un socle sur lequel l'individu peut se construire et prospérer, mais il peut également l'enfermer dans des attentes ou des croyances dépassées. Tout réside dans la manière dont cet héritage est transmis. S'il est un point d'ancrage pour grandir et évoluer, il devient un atout majeur. S'il est une prison, il devient un frein. La famille et l'héritage sont donc des leviers puissants, mais leur gestion dépend de la façon dont ils sont perçus et utilisés dans un contexte plus large, où la diversité culturelle et l'ouverture à l'autre sont des valeurs fondamentales. Conclusion. L'art de composer sa propre existence. Au terme de ce parcours, il apparaît que l'existence est l'art suprême, celui que nous composons chaque jour avec les outils de l'introspection et les matériaux de notre héritage. Nous avons traversé les paradoxes de l'identité, comprise non comme une statue figée, mais comme un puzzle dynamique constamment influencé par les injonctions du management social et les fondations de notre ADN paternel. La seule issue face à cette complexité est la lucidité, celle d'accepter le doute comme un acte de modestie philosophique et la réalité comme un chaos pragmatique. Mon expérience, enrichie par ma double casquette d'académicien et d'artiste, m'a permis d'appréhender cette existence comme une stratégie de vie. Le management nous enseigne la structure, l'économie les flux, et la musique l'harmonie et le rythme. L'existence, c'est la synthèse de tout cela, l'alignement de la cadence de nos pensées avec le rythme effréné du monde, tout en restant ancré dans un héritage qui doit être un tremplin, non une chaîne. L'héritage, qu'il soit financier, culturel ou émotionnel, ne devient une richesse que lorsqu'il est géré comme un capital ouvert, capable de s'allier à la diversité culturelle pour échapper au risque d'isolement. C'est l'essence même de la prospérité des civilisations. Cette œuvre, achevée grâce à l'aide de l'intelligence artificielle dans sa phase de structuration, illustre la nécessité de l'hybridation dans la pensée moderne. L'IA a été la toile de fond, la table d'harmonie, permettant à mes réflexions personnelles, artistiques et académiques de trouver leur point d'ancrage et leur cohérence. Nous sommes donc appelés à être les producteurs de notre propre vie. Non pas des exécutants, mais des créateurs qui utilisent la réflexion comme un levier pour transformer les contraintes en opportunités. Que cette lecture soit pour vous l'étincelle qui vous invite, à votre tour, à prendre la manette de votre propre dialogue intérieur et à composer votre plus belle symphonie. Mohamed Amin Laharej.